Cette semaine, à Parlons Affaires, nous abordons les entreprises de services professionnels. Parlons Affaires vous est présenté par Le Mieux-Nollet Comptable Agréé, Lévis, Québec, Donnacona, Lac-Etchemin et Montmagny. Le Mieux-Nollet pour maximiser le potentiel de votre entreprise et par le journal Chef d'entreprise, le journal d'affaires des leaders économiques de Québec et Chaudière-Appalaches. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Parlons Affaires. Cette semaine, je prends le temps de vous présenter mes partenaires de travail pour cette émission. D'abord, à ma droite, Sylvain Moisan, également à ma gauche, Stéphane Dumas et René Bégin. Évidemment, les trois proviennent de la firme Le Mieux-Nollet Comptable Agréé. On lance le bal au départ avec René Bégin. René, évidemment, le thème de cette semaine, des entreprises de services professionnels, ça s'exploite sous quelle forme? Naturellement, ce type d'entreprise-là est exploité sous trois formes. On parle d'une entreprise personnelle, donc le professionnel lui-même qui exploite, tire ses revenus et déclare dans sa propre déclaration de revenus de particulier ses revenus et ses dépenses. C'est pas nécessairement la forme la plus retenue. La deuxième forme qu'on retrouve est la société de personnes. Alors, plusieurs professionnels s'associent avec une société de personnes. Une société de personnes, ça le dit, c'est qu'ensemble, on fait de la business, on fait une entreprise et on va convenir par une entente de la façon où on va venir partager les profits de l'entreprise. Et la troisième forme est l'entreprise de société par action, donc ce qu'on appelle une incorporation, une compagnie. Et ça, c'est plutôt récent parce qu'il y a quelques années, on a permis, pour venir rendre justice aux entreprises de cette nature-là, de professionnels, qui sont régis par l'Office des professions, on a permis au Québec qu'ils puissent eux aussi s'incorporer et bénéficier des avantages de l'incorporation comparativement à d'autres types d'entreprises. Quels sont ces avantages au niveau de la fiscalité, par exemple? On parle d'un taux d'imposition réduit sur les profits. On parle de report de l'impôt dans le temps. Alors, pas payer mes impôts tout de suite, mais payer plus tard, ce qui est quand même important. On parle de fractionnement de revenus, c'est-à-dire que le professionnel décide de répartir une partie de ses revenus avec sa conjointe ou ses enfants majeurs, qui est extrêmement pour en arriver à minimiser ses impôts et d'autres avantages comme ça. Présentement, on a plus ou moins 44-45 ordres professionnels au Québec. Il y en a environ la moitié, dont chacun des ordres professionnels a fixé les règlements permettant à leurs membres d'exploiter sous la forme d'une compagnie comme telle. Il y a tout un autre volet aussi d'aspect réglementaire. Sylvain, tu pourrais peut-être nous en parler également dans une entreprise de cette nature-là, de services professionnels. À quoi sont régies les entreprises? Effectivement, René, tu mentionnais que tous les professionnels sont régis par l'Office des professions. Au départ, et chaque profession a son ordre professionnel. On pense aux différentes spécialités de la médecine. Il y a les avocats, les notaires, les comptables agréés, les évaluateurs agréés. Donc, l'Office des professions chapeaute les divers ordres professionnels au Québec. Les professionnels sont régis par des normes professionnelles. On pourrait dire, appelons ça des normes professionnelles de dossier. Vous savez, le professionnel, si on pense par exemple au comptable agréé, dans notre cas, on émet des états financiers, par exemple, avec un rapport de vérificateur, ce qu'on appelle un rapport d'auditeur maintenant. L'état financier peut comporter une quinzaine de pages. Si on pense à une autre profession, par exemple, les évaluateurs agréés vont émettre un rapport d'évaluation de peut-être 20-25 pages. Derrière ça, il y a un dossier qui doit être monté selon des normes professionnelles. Donc, tous les professionnels sont régis par des normes très strictes et sont sujets également à de l'inspection professionnelle par leur ordre professionnel afin de vérifier s'ils respectent les normes. Parmi les normes professionnelles, il y a également le code de déontologie que les professionnels doivent respecter. Pensons par exemple à la formation continue. Dans les bureaux professionnels, vous savez, la matière première, c'est de la main-d'œuvre spécialisée. Main-d'œuvre spécialisée et hautement formée. Généralement, évidemment, des universitaires, soit de niveau bachelier, maîtrise, de plus en plus. Et ils sont sujets à un nombre d'heures minimum annuel de formation continue qu'ils doivent suivre afin de toujours être à la fine pointe des normes.
Il y a également de l'assurance responsabilité que les professionnels doivent prendre pour protéger le public par rapport à leurs propres actes de leur profession. Il y a des normes de publicité, de promotion, de prospection. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, les professionnels, pour développer leur marché. Il y a des règles à respecter également avant de dire qu'on s'affiche un spécialiste. L'Office des professions a établi des règles. Il y a évidemment, tout comme n'importe quelle entreprise, les professionnels doivent respecter, ou c'est-à-dire faire une gestion. Ils ont des défis financiers, ils ont des défis de gestion. Stéphane pourra peut-être nous en parler un peu plus. Oui, effectivement. Au niveau habituellement d'un bureau ou d'une société de personnes, ou d'entreprise de services professionnels, un des éléments les plus importants au niveau de la gestion, c'est les coûts de main-d'œuvre. Souvent, les coûts de main-d'œuvre vont représenter 40 % du chiffre d'affaires et même au-delà. Donc, c'est un des éléments les plus importants. Quand on parle de coûts de main-d'œuvre, ce qui est important, c'est la gestion des heures facturables. Parce que souvent, les gens vont peut-être regarder des fois certains professionnels qui vont avoir des tarifications de 70, 75, 100 $ de l'heure, puis ils vont dire, mais ça n'a pas de bon sens. Mais ces gens-là, c'est pas parce qu'ils travaillent 2000 heures à 100 qu'ils font 200 000 $ de revenus. Au contraire, ces gens-là, souvent, vont avoir de la difficulté à facturer 1000 heures dans l'année. Parce qu'ils doivent effectivement avoir des heures de formation, comme Sylvain le disait. Ils doivent avoir des heures de représentation, des heures de gestion. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils établissent leur taux horaire, ils doivent tenir compte des heures vraiment qu'ils vont facturer. Également, un des deuxièmes éléments importants dans les coûts, c'est les frais d'occupation. Quand on parle de frais d'occupation, on parle des loyers, on parle des aménagements de bureaux. Parce que souvent, également, même les professionnels vont être locataires plutôt qu'être propriétaires de leur immeuble. Souvent un peu plus pour faciliter, je dirais, l'accès à la société aux nouveaux associés, la sortie d'associés, parce que notre mission première, c'est d'offrir un service professionnel et non pas de gérer un immeuble pour avoir une plus-value. Puis on imagine que si on a un immeuble avec une valeur importante, lorsque l'arrivée ou du départ des associés, il pourra y avoir des négociations sur la valeur de la participation. Puis ça, on ne veut pas se préoccuper de ça. Alors, ça, c'est un élément important par rapport aux sociétés de professionnels. Puis, comme je vous disais, les taux horaires, c'est toujours des choses très, 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 très importantes à vérifier. Comment on détermine justement sur quelle forme qu'on va choisir ou on va faire notre exploitation de ça? Au début, René, tu disais, il va avec 3 formes. Qui détermine? Est-ce que ce sont les gens entre eux ou est-ce qu'ils vont chercher de l'information quelque part? Ça dépend, dans le fond, de la situation propre. Naturellement, si je suis le seul praticien et je travaille moi-même et je n'ai pas d'autres partenaires associés qui voudraient s'associer, peut-être que la formule d'une entreprise personnelle va être correcte. Il y a plusieurs professionnels qui sont seuls et qui exploitent de cette façon-là. Mais dès que je commence à penser à une structure avec plusieurs personnes clés dans l'entreprise qui vont être des copropriétaires, souvent, on va penser à une société de personnes parce que jusqu'à tout récemment, c'était le seul autre véhicule possible pour des professionnels. Maintenant, on va envisager également l'incorporation et là, ça demande une analyse spécifique pour voir les avantages et les inconvénients parce que j'ai mentionné tantôt des avantages, il y a aussi des inconvénients et à tout ça, il y a de la créativité de bons professionnels, légales et fiscales pour mettre en place des structures vraiment qui répondent aux vrais besoins et avec surtout le besoin de minimiser les impôts. Messieurs, c'est sur ces bonnes paroles et belles paroles de René qu'on va mettre fin à ce premier bloc d'informations. On va s'arrêter pour une courte pause publicitaire et par la suite, on revient avec la suite de Parlons Affaires. Vous exercez votre profession comme travailleur autonome? Peut-être êtes-vous parmi ceux qui ont maintenant le droit de pratiquer en société par action. L'incorporation de votre profession peut vous permettre de profiter de reports d'impôts importants et même de réaliser d'appréciables économies fiscales. Pour vérifier si l'incorporation vous convient, consultez les experts de Lemieux-Nollet, toujours soucieux de maximiser le potentiel de votre entreprise. Nous, ici, chez Derico Expert Conseil, on offre des services d'évaluation et de consultation immobilière, mais pour des actifs non résidentiels. Donc, édifices à bureaux, centres commerciaux, hôtellerie.
du terrain industriel, du terrain commercial, des propriétés industrielles aussi, que ce soit de type atelier, entreposage, multilocataire, locataire unique. On fait beaucoup de contestations, d'évaluation municipale, ce qu'on appelle la gestion du compte de taxes. On sait qu'ici à Québec, à chaque 3 ans, il y a un nouveau rôle d'évaluation municipale. On fait de l'expropriation, du témoignage à la cour, du litige aussi, de l'évaluation pour du transfert fiscal entre compagnies apparentées. Tout ce qui touche, dans le fond, la valeur marchande. Et on fait aussi de la consultation. La consultation, c'est pour des mandats plus précis. Études de faisabilité, usage le meilleur et le plus profitable sur un terrain donné, reconversion d'un édifice, des choses comme ça. Une des missions qu'on s'était données lorsque Derico Expert Conseil a été créé, c'était de s'affilier à un organisme national ou nord-américain. C'est ce qu'on a réussi à faire. On est un fournisseur à Québec exclusif de CB Richard Ellis, qui se nomme maintenant CBRE Limited, qui est la plus grande compagnie immobilière au monde. Alors que ce soit au niveau consultation et évaluation, on est affilié à la division canadienne des services d'évaluation de CB Richard Ellis. Donc, ça nous permet, en fait, de représenter des clients. On sait qu'au Canada, souvent, les clients entrent soit à Toronto ou à Vancouver. Alors, si CBRE Limité a des places d'affaires à ces endroits-là, et ça nous a permis d'être impliqués dans des transactions majeures dans la région de Québec, parce que ces actifs-là ont été acquis par des compagnies, soit des compagnies à la bourse, des fiducies de placement, qui ont leurs sièges sociaux, soit dans l'ouest ou dans l'est du pays. Alors, pour devenir évaluateur agréé, c'est un cours, c'est un baccalauréat en administration des affaires avec une option en gestion urbaine immobilière. Ensuite de ça, j'ai travaillé 4 ans dans une entreprise comme employé. Je me suis joint après ça pendant 12 ans de temps à une firme comme associé nominal et en septembre 2009, avec 3 autres de mes associés qui travaillaient dans l'ancienne firme, on a créé Derico Expert Conseil. Ici, il y a 4 associés avec 8 employés. On a de la place pour une croissance qui nous amènerait peut-être à être une quinzaine, là. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment travailler de pair avec les grands joueurs dans le marché, que ce soit au niveau évaluation ou consultatif, lorsqu'ils veulent mettre des projets en branle. Et puis, nous, on donne des opinions de valeur à journée longue, dans le fond. Alors, ce qu'on veut, c'est préserver la qualité de notre signature et le jugement qu'on peut avoir lorsqu'on fait la lecture du marché immobilier. Puis on veut être une référence aussi pour des capitaux étrangers qui vont venir à Québec ou au Québec, qui vont avoir besoin un petit peu d'être guidés là, dans le style d'investissement qu'ils veulent faire. Nous sommes de retour à Parlons Affaires. Nous venons de voir, évidemment, la capsule Succès d'entreprise. Cette semaine consacrée à évaluateurs agréés Derico Expert Conseil et d'analystes immobiliers. Nous avons avec nous M. Martin Derico. Il est le président, évidemment, associé de cette compagnie. M. Derico, bienvenue à Parlons Affaires. Merci. Est-ce que ça fait déjà un bon bout de temps que fonctionne justement votre compagnie? Non, notre compagnie a été créée en septembre 2009. C'est la réunion de quatre associés. Et on est une boîte où on s'appelle une boîte boutique. Alors, on ne fait que de l'évaluation sur des actifs non résidentiels. Puis, on est une équipe de 12. OK. Est-ce que c'est difficile dans ce milieu-là de bien s'entendre pour gérer justement une compagnie comme la vôtre? Bien, je vous dirais que les 4 associés se connaissaient depuis près d'une dizaine d'années. Donc, chacun y a trouvé un petit peu son compte, puis chacun a ses responsabilités, que ce soit ressources humaines, développement des affaires.